Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean Dorido. Le moins qu'on puisse dire est que la mémoire de la guerre d'Algérie est un sujet à géométrie variable pour Emmanuel Macron. Macron, version candidat en 2017, je cite, « La colonisation française est un crime contre l'humanité ». Macron, version président, 21 septembre 2021. Macron, il demande depuis l'Elysée pardon aux harkis, reconnaissant un abandon de la République française. Macron, encore version président, 9 jours plus tard, le 30 septembre 2021. L'Algérie s'est construite sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire. Macron, toujours président, samedi, le 16 octobre 2021, parle de crime inexcusable de la République en évoquant la manifestation du 17 octobre 61, d'où notre premier débat. Mémoire de la guerre d'Algérie, Emmanuel Macron est-il schizophrène? Et vous êtes désormais 97,5% à dire oui. Avec nous, Olivier Lacour-Grandmaison, président de l'association 17 octobre 1961 contre l'oubli et professeur de sciences politiques à l'université Paris-Saclay. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que la guerre d'Algérie, dans tous les propos d'Emmanuel Macron, n'est pas la quintessence du fameux « en même temps » ? Sans doute, cela me paraît... D'une part, il faut distinguer, à mon avis, ce que Emmanuel Macron a déclaré en tant que candidat à l'élection présidentielle, ce qu'il s'est bien gardé de réitérer une fois qu'il a été élu. De ce point de vue-là, il est dans la continuité de ses prédécesseurs, qu'ils soient de droite ou de gauche. Relativement au dernier communiqué de l'Élysée, ce n'est pas un en même temps, c'est une mauvaise fable historique, politique et institutionnelle que de faire croire que Maurice Papon porte la seule responsabilité des massacres du 17 octobre 1961. Aucun historien qui a travaillé sur le sujet, aucun politiste qui s'intéresse au fonctionnement des institutions en période exceptionnelle et en circonstances exceptionnelles, et aucun constitutionnaliste ne peut souscrire à cette thèse. Je ne suis même pas d'ailleurs convaincu que Emmanuel Macron y croit lui-même en raison de la verticalité du pouvoir qu'il pratique. Et chacun sait ou devrait savoir, évidemment, que Maurice Papon a agi avec l'aval de son supérieur hiérarchique, le ministre de l'Intérieur Roger Frey, et l'aval et le soutien politique du Premier ministre Michel Debré. Les contemporains en étaient déjà conscients, et je vais citer là Pierre Vidal-Naquet et quelques autres qui savaient pertinemment, d'une part, ils savaient déjà ce qu'il s'était passé, et d'autre part, ils n'esquivaient pas, eux, les responsabilités, ils étaient capables de les désigner parce qu'ils avaient des informations très précises et circonstanciées. Philippe Bilger. Monsieur le professeur, j'ai quelques observations rapides et je force le trait, j'en ai conscience. Est-ce que, d'abord, revisiter en permanence les pages sombres de notre histoire, est-ce que ce serait acceptable si... nous visitions les pages glorieuses également? Je n'ai pas l'impression que le président le fait. D'autre part, je suis frappé de voir que même lorsqu'il cherche, par exemple, à commémorer une tragédie collective, il est assuré d'avoir des oppositions dans le camp de ceux qui la souhaitent. Et vous en êtes un parfait exemple, comme par ailleurs Alexis Corbière. Est-ce que derrière tout cela, au fond, il n'y a pas une immense ou bien démagogie d'Emmanuel Macron qui est à quelques 6 mois de l'élection présidentielle, ou bien autre chose comme en Algérie, c'est un président qui ne cesse de s'adapter à l'interlocuteur qu'il a en face de lui. Et est-ce que dans tout ça, on trouve beaucoup de conviction à votre avis? Olivier Lacour-Grandmaison. Je ne pensais pas forcément être d'accord avec vous, mais sur ces 2 points, je suis d'accord avec vous. Je pense qu'en effet, la mauvaise fable macronienne, telle qu'elle a été présentée dans le cadre du communiqué de l'Élysée, est entre autres effectivement déterminée par des considérations électoralistes. Emmanuel Macron et ceux qui le soutiennent voudraient nous faire croire qu'il n'est pas encore entré en campagne. Il est d'évidence qu'il l'est déjà. Et dans ce cadre, il lui faut effectivement... d'une part, donner des signes à un électorat, disons, centriste, de gauche, éventuellement très modéré, dont il a également besoin pour être réélu, sans susciter trop de vagues du côté d'un électorat centriste de droite, et ne pas s'attirer les foudres, d'une part, du Rassemblement national et des Républicains, dont il faut rappeler qu'ils ont déjà réagi très violemment à la déclaration d'Emmanuel Macron. Et en ce qui me concerne, je souscrirai également au second point, et qui est bien sûr lié au premier, c'est que je suis absolument convaincu qu'en ces matières, Emmanuel Macron n'a strictement aucune
convictions, il n'a que des ambitions, et l'ambition première qui est désormais la sienne, c'est d'être réélu. De ce point de vue-là, il est prêt à beaucoup d'accommodements avec l'histoire, ou plus exactement, il est prêt, et je pense qu'il faut le dire comme ça, à falsifier l'histoire en traitant par le mépris toutes celles et tous ceux qui, depuis fort longtemps, travaillent d'une part sur la guerre d'Algérie et d'autre part sur la période du mois d'octobre 1961, non pas seulement en Algérie, mais bien sûr plus spécifiquement en métropole et à Paris. Françoise Degois. Écoutez, moi, une fois n'est pas coutume, je vais voler au secours d'Emmanuel Macron. J'entends tout ce que vous dites, professeur. On connaît toutes les controverses sur cette question. On sait à quel point cette question est douloureuse pour l'extrême droite, pour la droite nationaliste. On sait à quel point cette droite nationaliste et cette extrême droite minorent le nombre de victimes. J'entendais Éric Zemmour parler de 80 victimes. On sait très bien que ça n'est pas vrai, que c'est beaucoup plus que ça. On sait très bien que la police a tiré, évidemment, a vu. On sait très bien que finalement les manifestants étaient pris entre le marteau et l'enclume, le marteau du FLN et l'enclume de la police française. Donc tout ça est à peu près clair pour tout le monde. Mais je vais voler quand même au secours d'Emmanuel Macron sur cette question, d'abord parce qu'il est dans la continuité de François Hollande, parce que je pense qu'il faut avancer sur cette question. Moi, je fais partie des gens, je ne crois pas du tout que ce soit par goût du masochisme et de la flagellation, c'est par simple goût de la justice et de la capacité d'avancer ensemble. Il faut que nous avancions sur cette relation franco-algérienne. Alors bien sûr, on me répondra, il faut que les Algériens avancent aussi. Mais hormis le fait de ce que font ou ne font pas les Algériens, ça n'est pas notre problème. Il faut que nous avancions petit à petit, même si c'est à pas compter, même si ça fait 60 ans et que c'est des pas de fourmis, il faut le faire. C'est un pas important qu'un président de la République se rende sur ces lieux-là. Pour moi, c'est important. Je vous dis ça parce que il y a deux exemples qui me viennent. Un pays que j'adore, le Japon, mais qui est bloqué d'une certaine manière dans son développement démocratique parce que le Japon ne s'est jamais excusé et refuse obstinément de s'excuser sur les atrocités qu'il a commises avec les pays de la région pendant la guerre, pas simplement la Chine. C'est même des héros au Japon. Ceux qui ont commis les pires crimes sont des héros. Non, mais donc collectivement, il y a cette espèce de poison qui pulse en permanence. Et puis, le contre-exemple, c'est le Rwanda, où parce que finalement, on reconnaît les choses, on se regarde, il y a un procès, on nomme les choses, on peut commencer à essayer de repartir ensemble. Donc, moi, pardonnez-moi, c'est un peu long. J'entends tout ce que vous dites sur le plan historique. Vous avez raison de le dire. J'entends tout ce que dit Philippe Bilger. J'ai le même procès d'intention que je fais à Emmanuel Macron. Bien sûr que nous sommes en campagne. Moi, je suis une femme de gauche. J'ai apprécié son zeste. C'est pas pour ça que je voterai pour Emmanuel Macron. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que la dimension électorale, elle est assez réduite. Mais je considère qu'il a eu raison de le faire. Voilà. Olivier Lecourt-Grandmaison. Non mais j'entends bien ce qui est dit sur les petits pas. Le problème de la qualification de petits pas est de savoir s'il va y en avoir après. Moi j'ai la faiblesse de croire, à l'inverse, que ce petit pas est précisément fait pour n'avoir pas à en faire un plus grand. Et il s'agit en fait d'une esquive politique, langagière et communicationnelle, tendant à faire porter la responsabilité essentielle des massacres au préfet de l'époque, Maurice Papon. Oh, il parle de la République quand même, il parle, non, le communiqué ne parle pas que de Papon. Il parle de la République, mais il ne parle pas de l'État, il ne parle pas du gouvernement de l'époque. Or, chacun sait que c'est bien l'État français qui est responsable ultimement de ces massacres. Et Debré. Pas de Gaulle, mais Debré, c'est sûr. Non, excusez-moi, chère madame, De Gaulle a couvert de son silence le 17 octobre 1961, et par ailleurs, il a couvert également de son silence, et donc qui le dit mot consent, le mensonge d'État forgé immédiatement après les massacres du 7 octobre 1961 pour faire croire qu'il y avait eu que 7 morts, que ces 7 morts étaient imputables principalement aux affrontements entre le FLN et le MNA. Non, mais je veux dire par là qu'il y avait Debré était vraiment... il a prouvé que De Gaulle est couvert, c'est une chose, mais c'est une différence entre Debré et De Gaulle. Debré, il y avait une approbation de Michel Debré, en tout cas du ministre de l'Intérieur de l'époque, il y avait une véritable approbation personnelle. Comprenez ce que je veux dire? Olivier Lecourt-Grandmaison. Dans les deux cas, il y a eu approbation. Je n'ai pas ouï dire à aucun moment que ni Michel Debré, ni Roger Frey, ni Maurice Papon n'ont été menacés pour... freiner, je suis d'accord avec vous, bien sûr. Je rappellerai même que monsieur Roger Frey a fini président du Conseil constitutionnel. La République est parfaitement reconnaissante à celui-là. Vous êtes en colère parce que vous vous dites que c'est un pas qui ferme pour toujours les autres pas. Moi, je ne crois pas, mais bon, peut-être je me trompe. Je précise, je ne suis pas en colère.
Je prends acte de ce petit pas et je pense qu'effectivement, il est fait pour éviter qu'il y en ait un plus grand, pour tenter de ménager effectivement, si j'ose dire, la chèvre et le chou, parce que, encore une fois, en ces matières, Emmanuel Macron, qui se prétend être l'élève de Paul Ricoeur, trahit son enseignement de façon, je vais le dire en ces termes, qui me paraît absolument obscène. Jean Dorido. Oui, alors écoutez, je vais peut-être revenir à la question initiale qui parle sur la schizophrénie. Voilà, vous qui êtes docteur en psychologie, je pourrais rien vous cacher, justement, pour avoir une pensée pour les personnes qui sont malades de schizophrénie. Merci, il y en a beaucoup en France. Oui. Et c'est vrai que je serais heureux peut-être que ce terme ne soit peut-être plus utilisé mal à propos, parce que ça touche quand même une personne sur 100, la schizophrénie. C'est une maladie qui est très difficile pour les personnes malades, pour leur famille, qui se traitent heureusement. C'est un traitement au long cours, certes, parce que ça n'est pas curable, la schizophrénie. Pour le moment, on n'a pas trouvé de traitement qui guérit, mais on arrive à traiter ces personnes. Et c'est vrai que je préférerais peut-être poser la question, est-ce que le président est ambivalent? Est-ce qu'il est morcelé? Est-ce qu'il est clivé dans son esprit? Est-ce qu'il dit tout et le contraire de tout? Et comme ça, on a une pensée pour les schizophrènes de France, pour leur famille, et on leur souhaite de réussir à vivre avec cette maladie. Sur Macron, avec... Sur la question de l'égard d'Algérie, écoutez, j'entends que c'est vraiment quelque chose qui, intéresse les experts. Je le vois, je l'entends. J'ai le sentiment que, Dieu merci, ça ne déclenche plus les passions que ça déclenchait il y a 60 ans. Et manifestement, malgré tout, c'est encore un sujet très douloureux pour la France. Et juste rappeler, pour les personnes qui ne sont pas forcément aussi experts que nos intervenants, que c'était quand même... La France était en guerre à l'époque, une guerre civile, parce que l'Algérie, c'est un département français à cette époque-là. Il y a eu énormément de morts, énormément de violences, et c'est tragique, évidemment, c'est bien sûr. Alors, Olivier Lecourt, Grand Maison. Oui, et sur la question de la reconnaissance, il faut quand même rappeler qu'en ces matières, la France est notoirement en retard par rapport à d'autres anciennes puissances coloniales. L'Allemagne a reconnu le génocide perpétré en 1904 dans les territoires coloniaux de l'Allemagne qui sont aujourd'hui... C'est vrai que sur le sujet du génocide, les Allemands, en même temps, ils ont quand même quelques casseroles, si j'ose dire. La Grande-Bretagne... On ne peut pas vraiment les comparer à la France. La Grande-Bretagne a reconnu les massacres perpétrés après 1945 au Kenya, la guerre des Mao Mao. Non seulement il y a eu une décision de justice favorable aux victimes, mais il y a eu des réparations financières. Et la Grande-Bretagne a décidé d'ériger un mémorial à la mémoire des victimes, justement, à Nairobi. Par ailleurs, je rappellerai que le Canada, très récemment, où on a appris que des enfants autochtones avaient été enlevés à leur famille pour être passés dans des institutions fédérales canadiennes, a reconnu ce qui a été perpétré et a décidé d'engager des réparations financières. Je ne vais pas continuer la liste, mais je pourrais citer le cas des États-Unis, de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. Et si l'on compare avec la France, on s'aperçoit que je sache, la France n'a pas reconnu les massacres de Sétif et Guelma, la France n'a pas reconnu les massacres de Madagascar. Comme le Japon, c'est ce que je dis, ce que je pense aussi. Je pense qu'on doit reconnaître. Ne reconnaît pas à proprement parler les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis pendant la guerre d'Algérie, pas plus pour le 17 octobre 1961. Je prends acte, effectivement, et je m'en félicite. Je vais prendre la parole. L'Algérie ne reconnaît pas... Emmanuel Macron a reconnu l'enlèvement de Maurice Audin. C'est très juste. Je partage les revendications de celles et ceux qui soutenaient cette reconnaissance. Faut-il rappeler à Emmanuel Macron que des Maurice Audin algériens, il y en a des milliers, et je rappellerai quand même que la disparition forcée a été reconnue grâce à l'œuvre d'un magistrat, Louis Joinet, regretté et aujourd'hui disparu, comme crime contre l'humanité. Mais vous dites que la France n'a pas reconnu les crimes contre l'humanité, mais l'Algérie n'a pas non plus reconnu des crimes contre l'humanité. Je pense au massacre d'El Aliad, Melouza, dans les années 50, ou le massacre de 700 pieds noirs à Oran, le 5 juillet 62. Les reconnaissances, est-ce qu'il ne faudrait pas que l'Algérie aussi fasse des reconnaissances? Les victimes n'ont pas été dans un seul sens. On pourrait vous opposer ce principe qui est à la fois un principe juridique et moral absolument essentiel. Nul ne peut se prévaloir des turpitudes d'autrui. Et donc je pense, et j'ai la faiblesse de croire, que les autorités françaises devraient commencer par balayer devant leur porte, d'autant plus que en matière de massacre, les autorités, la France, a quelques longueurs d'avance, si j'ose dire, puisque ces massacres ont commencé dès la conquête de l'Algérie, c'est-à-dire dès le moment où le général Bugeaud a été nommé gouverneur général, et où il a massacré, enfumé et spolié ce qu'on appelait à l'époque les indigènes. Mais c'est-à-dire, c'est très intéressant votre point de vue sur la colonisation, que vous estimez que la responsabilité est exclusive de la part de la France.
La responsabilité des massacres est première en ce qui concerne la France, qui s'est d'abord affirmée effectivement comme une grande puissance coloniale en Algérie, et dont il faut rappeler, contrairement là aussi à ce qu'a dit Emmanuel Macron, la colonisation française n'a rien à voir avec la colonisation ottomane, pour entre autres plusieurs raisons. Et cette raison fondamentale, c'est que très vite, la France fait le choix de faire de l'Algérie une colonie de peuplement, c'est-à-dire d'y transférer de gré ou de force des Français et de nombreux Européens. La conséquence de ce projet politique qui a été réalisé suppose d'une part des spoliations de terres extrêmement massives. Un exemple, après l'insurrection kabyle de 1870-71, le nombre de terres spoliées par la puissance coloniale française est l'équivalent de 5 départements. Les conséquences vont être catastrophiques pour la petite paysannerie kabyle qui a été littéralement ruinée. Où à cela s'ajoute évidemment massacres, guerres de reconquête, etc. Effectivement, la France a une responsabilité massive, première, évidente dans les massacres. Que le FLN ait commis des massacres, assurément, mais ils sont sans commune mesure avec ce que la France a fait subir aux populations, comme on disait à l'époque, algériennes. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord, et je suis d'accord avec vous, professeur, je ne suis pas d'accord pour ce parallélisme des formes permanent qu'on nous remet toujours au visage. Je pense que nous sommes une grande nation, nous devons, moi je fais partie des gens qui pensent que nous devons nous excuser, bien sûr. Vous reprenez les témoignages de la colonisation, de la façon dont nous avons envahi l'Algérie, dont nous avons tué les gens. Il y a des témoins à l'époque qui disent, des historiens aujourd'hui qui disent tous les jours ça correspondait à 5 Oradour-sur-Glane. Je ne sais pas si vous imaginez ce que nous avons fait subir aux populations locales. Il faut reprendre vraiment tout cela. Et moi je fais partie des gens qui soutiennent le fait qu'il est hors de question que nous conservions encore une rue Thomas Bijot. Je ne suis pas pour qu'on déboulonne les statues. Par contre, je suis absolument pour qu'on renomme les rues. On l'a fait pour certains individus de sinistre mémoire. Je pense que vraiment, il faut bien comprendre que qu'importe ce que font les Algériens, c'est nous qui devons décider ce que nous faisons. Regardez notre histoire en face. Olivier Lecourt, Grand Maison, une réponse rapide. Je partage également le point de vue sur les noms de rues et en particulier l'avenue Bugeaud dans le 6e arrondissement. J'ajouterais simplement sur ceci que relativement à la guerre d'Algérie et au massacre du 7 octobre 1961, cela ne concerne pas du tout que les spécialistes, ça concerne plusieurs millions de Français qui ont des origines algériennes et ça concerne également des centaines de milliers d'Algériens qui vivent en France et qui attendent effectivement que leur histoire singulière ait droit de citer, et cela passe effectivement par une reconnaissance officielle par les plus hautes autorités de l'État. Merci Olivier Lecourt, Grand Maison, président de l'association 17 octobre 1961 contre l'oubli et professeur de sciences politiques à l'université Paris-Saclay. Mémoire de la guerre d'Algérie, Emmanuel Macron. Désolé, Jean Dorido est-il schizophrène? Vous êtes 96,9% à dire oui sur Twitter.